Bonjour à tous, bienvenue sur France 3 pour un nouveau défi de la vérité. Nous recevons aujourd'hui un jeune journaliste et essayiste, Paul Sugy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes aux éditions Talandier. Alors, vous avez dans ce livre le projet radical de montrer que si nous laissons aux antispécistes le champ libre intellectuel, toutes nos convictions seraient menacées et cela reviendrait en fin de compte à renoncer à ce qu'il y a de plus précieux dans notre humanité. C'est des mots assez forts. Vous assumez la teneur virulente de votre essai. Alors c'est effectivement un essai polémique et je rentre dans l'art si j'ose dire, c'est-à-dire que je crois pas que la radicalité soit de mon côté. Vraiment, le projet antispéciste se présente comme tel. Je pense même que c'est un qualificatif qu'ils accepteraient volontiers. C'est un projet radical de remise en cause de beaucoup de nos vieilles certitudes et en cela, je crois qu'il a une dimension proprement révolutionnaire. Et donc ce que j'essaye de montrer effectivement, c'est que l'antispécisme, donc la pensée qui prône l'arrêt de la discrimination spéciste, c'est-à-dire l'arrêt des discriminations à l'égard des animaux, et donc qui prône à l'inverse, pour le coup, une prise en compte à égalité des intérêts des animaux et des humains. Donc ce projet-là, en fait, menace la conception que nous nous faisons de l'homme, c'est-à-dire que, et c'est l'objet de ma démonstration, il a une vision de l'homme qui est en fait biologisante, c'est-à-dire animalisante, et il réduit la morale à ne plus considérer en fait que les dimensions biologiques de la vie, c'est-à-dire en fait la capacité à souffrir. Et donc, pour un antispéciste convaincu, le seul horizon moral nécessaire dans une société politique, c'est l'arrêt de la souffrance, c'est-à-dire la criminalisation de la souffrance. Et donc, par conséquent, je crois qu'on perd effectivement beaucoup de dimensions de la vie humaine qui échappent justement à la simple matérialité de nos vies. Et en cela, oui, je crois que vraiment, il y a une forme de bouleversement anthropologique majeur. Alors, est-ce que la particularité du terme antispéciste, c'est qu'il se définit contre un adversaire, une doctrine, le spécisme, qu'il a lui-même fabriqué, en quelque sorte. Vous définiriez comme spéciste, par exemple ? Mais pas du tout. Non, effectivement, l'antispéciste, un terme idéologique qui, justement, par un curieux retournement de situation assez habile, essaye de s'opposer à une idéologie prétendue qui serait le spécisme, c'est-à-dire qui serait la capacité de nos sociétés à discriminer systématiquement les espèces animales entre elles, et donc à mettre l'espèce humaine au-dessus de toutes les autres espèces. Mais déjà, il n'y a que les antispécistes pour parler de l'espèce humaine. Nous parlons de l'humanité, nous parlons de la cité des hommes, nous parlons de la nation, mais on ne parle jamais de nos semblables sous le vocable d'une espèce. Le lien qui nous unit est une fraternité humaine qui est bien plus intense que, si vous voulez, que simplement l'appartenance à une espèce biologique située à telle ou telle échelle de la nomenclature linéenne des espèces. Et donc, vous voyez bien qu'effectivement, quand on commence à ne considérer l'humanité plus que comme une espèce animale, eh bien, on est déjà sur la pente qui nous fait progressivement gommer la frontière entre, comme disent les antispécistes, l'animal humain et l'animal non humain. Parce que pour eux, effectivement, la façon dont ils considèrent l'homme est établie au fond, alors certes des différences entre l'homme et les autres animaux, mais des différences qui ne sont plus que de degrés et jamais de nature, puisqu'il n'y a plus de référence justement aux spécificités de l'homme, que sont sa dimension culturelle, spirituelle, lesquelles ne sont pas nécessairement niées par l'antispécisme, mais sont rendues inopérantes au plan moral. C'est-à-dire que pour eux, moralement, ce qui compte, c'est simplement la capacité, encore une fois, de la sentience. Et donc, en cela, effectivement, il destitue l'image qu'on se faisait jusqu'à maintenant de l'homme. Alors, la sentience, est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est ? C'est la capacité à souffrir, en gros ? Oui, voilà, c'est ça, c'est le fait qu'un animal puisse ressentir de la douleur et éventuellement adapter son comportement en fonction. C'est ce qui fait qu'une carotte n'est probablement pas sentiente, un mollusque a priori non plus, puisqu'il n'aurait pas de système nerveux centralisé. En revanche, un cochon ou vous, mon cher Humbert, vous êtes des êtres sentients. Et du point de vue de la souffrance, il est très probable qu'un cochon souffre exactement de la même façon que vous, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence effectivement en cela dans la façon dont nous avons de percevoir la douleur. Et c'est ce qui fait qu'il est probablement aussi désagréable pour un cochon d'être envoyé à l'abattoir que pour vous. Par conséquent, cette égalité dans les capacités biologiques à ressentir la souffrance crée chez les antispécistes une égalité devant le droit à ne pas souffrir et à avoir son intégrité physique respectée.
Mais pour autant, vous n'êtes pas indifférent à la souffrance animale quand même. Pas du tout. Et d'ailleurs, je crois vraiment que nos sociétés se sont améliorées moralement, effectivement, en prenant en compte la dimension du bien-être animal. C'est un mouvement qui d'ailleurs dépasse de très loin l'antispécisme. Vous voyez, les premières sociétés de protection des animaux, c'est au début du 19e siècle au Royaume-Uni, progressivement en France. Et depuis ce temps-là, nous n'avons pas cessé de mettre en place des mesures normatives, légales, qui permettent justement de restreindre un certain nombre de souffrances inutiles ou exagérées infligées aux animaux. Cela dit, militer pour le bien-être animal ne veut pas forcément dire militer pour l'abolition de l'exploitation de l'animal. Ce sont deux combats différents. Et donc, à partir du moment où vous considérez que la souffrance animale est de toute façon criminelle, il est effectivement nécessaire de dépasser la simple lutte pour le bien-être, c'est-à-dire que vous n'allez pas simplement améliorer les conditions d'élevage, empêcher certaines pratiques de chasse barbare, etc., mais vous allez remettre en cause le principe même selon lequel l'homme aurait le droit d'exploiter l'animal pour son propre plaisir. Et d'ailleurs, on voit maintenant dans les débats que la question de la souffrance a été dépassée. J'en veux pour preuve que on va commencer par exemple à se poser maintenant la question de l'interdiction des spectacles d'animaux dans les cirques ou dans les delphinariums. Là, on n'est plus sur la question de savoir si les animaux souffrent ou non. Il est de toute évidence certain que un animal, par exemple, qui est dans un zoo, dans un delphinarium, est plutôt bien soigné, nourri, etc., sauf exception. Et donc, a priori, il a une vie même probablement plus agréable et plus heureuse que il ne l'aurait dans la nature. Voire, donc, vous le rappelez comme Alain Finkielkraut le faisait, certains animaux, ça parle plutôt à l'élevage, mais certains animaux ne survivent que parce que bien sûr, certaines espèces seraient inadaptées à la vie sauvage. Et de ce point de vue-là, si l'on considère que cette mise en scène de l'animal est honteuse et qu'elle doit être interdite par la loi, ce n'est pas au nom du bien-être de ces animaux, mais au nom de leur dignité. Nous nous posons la question, au fond, de savoir s'il est légitime pour l'homme de transformer des animaux en clowns. Question que l'on peut se poser. On a interdit, par exemple, en France, le lancer de nains parce qu'on considérait qu'il était contraire à la dignité humaine. Bien de la même façon, on peut interdire les spectacles d'animaux sauvages parce qu'on considère qu'ils sont contraires à la dignité de l'animal. Mais on n'est plus sur la question du bien-être. Ouais. Vous voyez, on a dépassé encore ce combat. Donc je crois, pour répondre à votre question précisément, que nos sociétés se grandissent en prenant en compte le bien-être animal, mais que ce débat est pollué par des gens qui, pour eux, n'ont pas comme objectif d'améliorer le bien-être des animaux, mais de mettre fin à l'exploitation des animaux par l'homme, quoi qu'il en soit, et que tant que justement cette radicalité-là aura le haut du pavé médiatique, il sera très difficile d'avoir un débat apaisé sur la place de l'animal dans la société. Ouais, il est vrai que ce sont des débats très passionnels. Pour terminer de baliser un peu le terrain, est-ce que par rapport au végétarisme ou au véganisme, comment se situe l'antispécisme ? C'est sur un autre plan, ça se recoupe Alors, moi, je distingue en fait le mode de vie de l'idéologie. Si vous êtes antispéciste, vous êtes dans un discours idéologique, c'est-à-dire que vous avez une vision de l'animal, un discours moral, politique, philosophique de l'animal, qui ensuite entraîne par effet de conséquence un certain nombre de pratiques et de normes pour vous-même. C'est par exemple le mode de vie vegan, le fait de s'abstenir de consommer dans sa vie personnelle de tout produit d'origine animale, cuir, lait, miel, viande, œufs, poissons, etc. Et pour les autres, puisque l'antispécisme ne peut conduire à terme qu'à un combat politique qui serait celui de l'abolition universelle de toutes ces pratiques pour l'ensemble du genre humain. Et donc, vous voyez, je distingue vraiment ce discours antispéciste de ses effets, donc le mode de vie vegan, le végétarisme qui est une forme un petit peu édulcorée par exemple de véganisme puisqu'il ne s'interdit que la viande par exemple, etc. Et je crois par exemple qu'on peut arriver au véganisme, au végétarisme pour d'autres raisons qui ne sont pas elles idéologiques. On peut par exemple considérer que, et je crois que c'est assez étayé au plan scientifique, consommer trop de viande a un effet à terme négatif sur le climat, vous voyez. Donc il y a d'autres raisons qui peuvent exister ou sur la santé des personnes. Et donc, on pourrait interdire progressivement dans sa consommation personnelle un certain nombre de viandes, etc., pour d'autres raisons que celles qui consistent à considérer l'intérêt des animaux à égalité avec le nôtre. Moi, ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est le discours, donc l'idéologie, et c'est l'évolution du regard de la société sur l'animal, avec pour moi cette impasse antispéciste qui n'aboutit à terme qu'à la négation de notre humanité. C'est ce que vous dites, pris au sérieux, l'antispécisme entend supprimer la frontière morale qui sépare l'espèce humaine des autres espèces, et cela revient à prêcher la fin de l'humanité, l'extinction de l'homme. Alors, vous vous êtes pas fabriqué un épouvantail un peu commode sur lequel vous avez plaqué toutes
toutes les idées symétriques des vôtres pour pouvoir l'attaquer? C'est Non, une réalité? Je me suis retenu en plus de citer les exemples les plus loufoques ou les plus criants d'absurdité parce qu'ils me semblaient pas tous représentatifs, vous voyez, de la pensée antispéciste en tant que telle. Je crois avoir fait l'effort, notamment au début du livre, de vraiment définir quelles sont les grandes idées de ce courant, comment est-ce qu'il s'est construit intellectuellement, quelles sont ses racines aussi. C'est intéressant de voir à quel point, par exemple, la philosophie utilitariste a pu inspirer aussi ce mouvement. Donc, vous voyez, il y a des échos avec des options philosophiques plus anciennes. Et d'ailleurs, certains de mes contradicteurs ont reconnu assez objectivement que la première partie que je leur consacre, de façon descriptive, est assez juste, vous voyez. Donc, je crois pas avoir fabriqué un épouvantail. En revanche, vous parlez de la question de la frontière. Je crois pas qu'il soit déshonorant pour un antispéciste de reconnaître qu'il est effectivement dans un combat contre la frontière entre l'humain et l'animal. Mais parce que, de toute façon, la pensée contemporaine, postmoderne, et notamment qui consiste à déconstruire nos vieux acquis et nos vieilles certitudes, est un combat contre l'idée même de frontière. La frontière n'a pas de très bonne presse. D'ailleurs, je n'emploie ce mot qu'en tremblant, parce que, vous voyez, séparer, conceptualiser, établir des différences, en fait, c'est toujours presque se rendre coupable aux yeux de nos contemporains d'une pensée qui à terme ne pourrait aboutir que sur des discriminations, voire sur des oppressions ou des hégémonies. Et c'est pour cela que on est engagé dans un processus intellectuel depuis une 50aine d'années, depuis les premiers déconstructeurs qui à l'université française s'appelaient Deleuze, s'appelaient Foucault, Bourdieu, plus tard Derrida, et qui sont ensuite exportés très vite aux États-Unis. Voilà, tous ces artisans de la French Theory, de la pensée postmoderne, eh bien, se sont engagés contre la tentation, selon eux, intellectuelle, de vouloir séparer et donc organiser le réel. Pour eux, séparer et conceptualiser, c'est presque un acte fasciste, car cela consiste à exporter dans le réel une projection de ses propres préjugés. Par conséquent, mon cher Humbert, si vous continuez de penser qu'il y a une frontière entre le cochon et vous, c'est que vous êtes coupable d'un spécisme à ce point odieux qu'il fait passer dans le réel ce qui n'est au fond que la transcription de vos préjugés inconscients. Vous voyez ? Et la différence est tout entière dans votre tête et dans votre intelligence et non pas dans le réel. Et d'ailleurs, certains antispécistes en cela rejoignent par exemple le mouvement queer, vous voyez, qui voit des formes de continuité, de confusion entre les différences sexuelles, lesquelles se transgressent allègrement. Et donc l'idée que au fond on ne peut pas séparer les sexes, ne serait-ce que parce que pour beaucoup de nos contemporains, les différences observées entre les comportements sexuels sont tout entières des artifices sociaux et culturels et jamais des données de la nature qui seraient transmises à la naissance. Et donc de la même façon, pour les antispécistes, ce qui spécifie l'humain est en partie artificiel. Vous voyez, si vous me dites que jamais un cochon n'a peint la Joconde, eh bien je pourrais très facilement vous répondre, si je suis un antispéciste, que là vous utilisez un moyen d'oppression qui est le recours à un artifice humain pour justifier de façon insidieuse votre propre domination, votre propre oppression sur le vivant. Donc à partir du moment effectivement où l'on veut déconstruire cette frontière, on prône une vision beaucoup plus au fond confuse, continue, vous voyez, et c'est pour ça que je vous disais que les antispécistes considèrent que l'homme n'a que des différences de degré et pas de nature avec l'animal. C'est parce que l'idée même de nature leur est insupportable. Il n'y a pas, selon eux, de saut dans le réel. Et donc en cela, oui, je crois que c'est un projet qui est radical, mais il me semble pas avoir tort de le dire, et même je pense que les antispécistes seraient d'accord. Simplement la différence, c'est que moi je ne me satisfais pas de cette espèce de négation selon moi du réel. Je crois qu'il existe bel et bien une nature, il existe bel et bien un donné, et que c'est ce qui justement crée les conditions d'une présence centrale de l'homme dans le vivant, et c'est ensuite ce qui nous confère des droits mais aussi des responsabilités à l'égard des animaux. Vous citez comme exemple, comme un des points de départ de votre réflexion, la prise de conscience quand vous étiez étudiant à la cantine, tout simplement que beaucoup de vos camarades étaient véganes ou végétariens, et que vous étiez déjà presque minoritaire en étant carniste, si on peut reprendre une étiquette forgée par les antispécistes. Est-ce que c'est vraiment une réalité statistique? Enfin, est-ce que c'est vraiment en pleine croissance, ou alors est-ce que c'est très cantonné à un milieu intellectuel, universitaire, et à ce titre peut-être marginal, donc pas si important? Vous exagérez pas l'importance de l'antispécisme? Oui, alors je me suis pas mis à l'entrée de la cantine avec un compteur pour voir exactement qui allait manger du soja ou qui allait manger une côte de bœuf, hein. Mais effectivement, j'ai eu le sentiment, j'ai fait mes études à peu près dans les années 2015, c'est le moment justement où on a observé, pour le coup de façon beaucoup plus rigoureuse et scientifique, un pic d'intérêt médiatique et populaire pour la question de l'antispécisme. Notamment, Eddy Fouget, dans une note pour Afondapol, avait mesuré ça avec les recherches sur Google et avec littéralement
prolifération du mot dans les publications des médias. Donc l'antispécisme est devenu un sujet vraiment d'actualité contemporaine à compter de ces années-là, et moi effectivement j'ai observé à ma très modeste échelle que un certain nombre d'étudiants plutôt dans des grandes écoles françaises ou dans des universités avaient tendance effectivement à s'intéresser à ce discours-là, voire à y adhérer. Et d'ailleurs c'était aussi le cas de certains enseignants. En 2015-2016, moi j'avais à l'ENS des cours de Dominique Lestel, alors qui est fâché avec les antispécistes pour d'autres raisons, parce qu'il partage des raisonnements communs avec eux, mais pas forcément toutes les conclusions. Mais enfin, qui faisait un cours sur la philosophie du non-humain, dans lequel il essayait de définir quels seraient les droits et les privilèges demain des différents individus non-humains qui étaient pour lui les animaux, mais aussi, je crois, les fantômes et les robots. Passons là-dessus, mais vous voyez que ça montrait qu'il y avait un intérêt très fort des milieux élitistes, cultivés, intellectuels pour ce sujet-là. Et qu'en même temps, ça infuse... Oui, mais qu'en même temps, ça se démocratisait, parce que vous voyez, par exemple, Émeric Caron, donc, à l'époque, publiait son livre sur l'antispécisme, mais je crois que ça fait partie des points de départ un petit peu d'une sorte de vulgarisation du sujet et donc d'un intérêt bien plus grand. Quelques années plus tard, Hugo Clément reprenait le flambeau et aujourd'hui ses vidéos aussi sont très suivies. Donc vous voyez qu'il y a médiatiquement un phénomène, une offensive qui fait que c'est un sujet de plus en plus vu, lu, commenté. Et puis maintenant aussi, les vidéos d'L214 qui ont un très fort retentissement sur les réseaux sociaux, je crois, amènent beaucoup de gens à réfléchir en termes antispécistes à la question animale. Ouais. Donc je crois vraiment qu'il y a eu un déplacement. L'antispécisme existe en France depuis maintenant une 50aine d'années, mais il y a eu un déplacement des sphères très intellectuelles, donc très élitistes et du coup très minoritaires, vers une acception plus grand public de ce débat, avec notamment la traduction en français de beaucoup de textes fondateurs, ceux de Peter Singer, La Libération animale, mais aussi ceux d'autres auteurs antispécistes. Et donc je crois vraiment que le sujet est en train de devenir un sujet populaire. Et d'ailleurs, il y a maintenant une transcription politique, puisque le Parti animaliste, je crois, présente une candidate aux élections présidentielles pour l'an prochain. Oui, et même juridique, puisqu'en 2015, je crois, l'Assemblée nationale en France a reconnu que les animaux étaient des êtres sensibles. Oui, ce qui n'était pas un grand scoop, d'ailleurs, on le savait bien avant que les députés le proclament. Simplement, maintenant, c'est entériné étape, dans le code civil, effectivement. Même si ça leur change rien en termes de droit pour l'instant. Non, ça ne change pas grand-chose. D'ailleurs, les antispécistes s'en plaignent en disant que c'est une avancée symbolique. Enfin, ce sont les symboles aussi qui pavent la route des grandes révolutions. En tous les cas, ça a permis aussi aux antispécistes de maintenant prétendre que l'animal est dans une situation ambiguë au plan juridique, puisqu'il n'est plus tout à fait considéré comme une chose, mais il n'est pas encore placé sous le régime des personnes. Et donc, leur prochain combat, c'est de dire l'animal est une personne, nous devons le reconnaître comme tel dans le code civil. Ce sera peut-être la prochaine évolution de notre droit à la faveur du lobbyisme antispéciste auprès des députés. Alors vous dressez un itinéraire, une genèse intellectuelle de l'antispécisme dans votre premier chapitre qui remonte donc à très loin, puisque vous allez de Porphyre, un néoplatonicien, jusqu'au structuraliste, à Derrida, etc. que vous avez mentionné. Il y a notamment Rémi Brague, dont vous citez les 4 étapes qui ont marqué la relation entre l'homme et l'animal. Donc différence, supériorité, conquête, puis exclusion. On est à quelle étape maintenant là? En fait, ce que dit Rémi Brague, c'est vraiment la façon dont s'est construit l'humanisme. Humanisme qui est un terme en fait assez ambigu, parce que vous voyez par exemple maintenant quand on utilise le mot dans un contexte universitaire, on pense souvent qu'on renvoie uniquement à la période de la Renaissance où on a redécouvert les grands auteurs de l'Antiquité, alors qu'en fait le terme humanisme est apparu à la faveur du début du 19e siècle. C'était quasiment une forme de matérialisme athée dès le début. Vous voyez, c'était une forme d'égalisme, l'humanisme. C'est effectivement cette affirmation exclusive de l'homme. Exclusive, c'est-à-dire qu'il excluait Dieu, bien sûr, mais il excluait également tout le reste du vivant, et il s'affirmait comme intrinsèquement supérieur à l'animal. Simplement, cette affirmation qui jusque-là reposait dans la pensée chrétienne sur le fait que l'homme étant créé à l'image de Dieu, il en avait par là une dignité supérieure. Vous voyez, supprimer Dieu de cela, il est plus difficile de légitimer justement encore la supériorité de l'homme. Et donc, c'est ce que dit Rémi Brague, c'est qu'à partir du moment où on a coupé la référence transcendante dans l'humanisme, il devenait très difficile de justifier la supériorité humaine. Et par conséquent, les antispécistes derrière ont eu beau jeu, effectivement, de renverser cet humanisme. Certains d'entre eux n'hésitent pas à dire que leur pensée est anti-humaniste, au sens où elle s'oppose à ce courant d'idées qu'est l'humanisme, puisque justement, il ne leur apparaît plus aucune raison valable de considérer que la vie humaine est sacrée ou qu'elle est empreinte d'une dignité supérieure à celle des animaux. Il faut les comprendre. Il y a, je crois, derrière ce débat-là, quasiment une affaire de croyance, ou en tous les cas de principes moraux indémontrables. C'est pas avec une équation mathématique qu'on aboutira de façon rationnelle à démontrer
que la dignité humaine est plus importante que celle de n'importe lequel des animaux qui nous entourent. Vous voyez, on n'est pas dans l'ordre de la raison scientifique. Et d'ailleurs, au plan scientifique seulement, si on considère l'homme uniquement sous l'angle de sa biologie, nous sommes probablement des animaux absolument comme les autres, peut-être un peu plus intelligents ou plus évolués, mais c'est tout. Et donc, quand on essaye de définir les contours d'une humanité qui serait une relation immatérielle et sacrée qui nous unirait à tous nos frères humains, eh bien, on est obligé de passer par autre chose. Et si ce n'est plus par la référence transcendante à un quelconque Dieu qui nous légitimerait dans ce sentiment de supériorité, alors dans ce cas-là, il faut chercher autre chose. Et moi, je me propose dans ce livre d'explorer un petit peu les mystères de cette vie humaine, justement, qui se manifeste par un certain nombre de réalités, justement, dans sa dimension culturelle, c'est-à-dire dans l'élévation dont nous sommes capables à la question du sens, qui nous arrache au déterminisme de la matière, et ce qui fait que, mon cher Humbert, je vous considère comme autre chose qu'une simple bête. Eh bien, fort aimable. Mais je vous en prie, et je continuerai de le faire, quoi qu'en pensent les antispécistes. Non mais vous voyez, c'est-à-dire que nous ne sommes pas que des animaux. Nous sommes des animaux, mais nous sommes aussi des animaux sociaux, des animaux politiques, des animaux spirituels, des animaux culturels. Et nous avons beaucoup d'autres disciplines intellectuelles qui nous parlent de l'homme en tant qu'homme. Étudier l'histoire des hommes, c'est étudier la façon dont nous avons su rendre compte de récits collectifs que nous nous sommes transmis de génération en génération. Et cela, seul l'homme en est capable. Les animaux se transmettent des savoir-faire, ils se transmettent des habitudes, des réflexes, ils se transmettent une façon d'être au monde, mais jamais de récits collectifs. La mise en récit est propre à l'homme, vous voyez. Et donc là, je vous parle de l'histoire, je pourrais vous parler de la psychologie, de la philosophie, de la littérature, de l'histoire des arts, de tout ce qui justement humanise nos existences. Et ce qui me semble constitue des arguments suffisants pour penser que la dignité humaine est empreinte d'une sacralité en effet particulière et qu'aucune vie animale ne peut y prétendre. C'est ce qui fait que nous considérons encore maintenant, dans nos sociétés, peut-être plus pour longtemps, mais que il faut défendre la vie humaine quoi qu'il en coûte. L'expression n'est pas de moi, elle est celle du président de la République. Quoi qu'il en coûte, cela veut dire que la vie humaine n'a pas de prix et que donc il n'y aurait pas de débauche de moyens exagérés pour la sauver, pour la protéger. Jusqu'à maintenant, nous ne considérons pas l'animal comme tel et nous ne considérons pas qu'il faut sauver les animaux quoi qu'il en coûte. Mais justement, d'ailleurs, pour reprendre ce fameux quoi qu'il en coûte, toute cette année Covid a montré que réduire l'homme à des besoins biologiques, justement, le réduire à son état biologique était une impasse, c'est ce qu'on a voulu en tous les cas, c'est un choix de société qui est discutable et qui, pour moi, traduit, et je suis absolument d'accord avec vous, traduit peut-être la déformation de notre époque qui sans doute exagère l'importance qu'elle donne à la vie animale, non pas qu'il faille la négliger, bien sûr qu'il faut maintenir les gens en bonne santé et que c'est une formidable chose que d'avoir un système de santé aussi compétent et aussi efficace que le nôtre, mais simplement, il y a dans l'homme d'autres formes de vie que la vie biologique et effectivement, vouloir supprimer du jour au lendemain la vie culturelle, la vie politique, la vie sociale et affective, au nom de la seule sauvegarde de l'animal humain, le corps que j'habite, ça me semble effectivement restreindre notre vision de l'homme à quelque chose qui l'atrophie d'une part de lui-même. D'autant que tout cela rejaillit de toute façon sur la vie biologique elle-même. Donc, il me semble qu'effectivement les cabinets de psychologues aujourd'hui sont remplis de gens qui en témoignent. Vous dressez tous les parallèles entre l'antispécisme et en tout cas ses fondements philosophiques et tous les croisements avec l'athéisme. Finalement, ça se recoupe assez souvent, mais on l'a déjà un peu évoqué, donc nous allons passer dessus. Je voudrais en venir à la Bible de l'antispécisme, qui est la libération animale, un livre du philosophe australien Peter Singer, donc dans les années 70. En quoi ce livre est-il fondateur pour la cause antispéciste ? Il est fondateur parce qu'il va vraiment être le premier à formuler de manière aussi claire et aussi efficace le postulat de départ de l'antispécisme, c'est-à-dire cette idée que j'ai déjà évoquée avec vous, qu'il faille non plus considérer le critère de l'espèce comme pertinent au plan moral, mais le critère de la souffrance. Et donc Peter Singer en cela est en fait un penseur utilitariste, c'est-à-dire que l'utilitarisme en philosophie morale, c'est ne plus juger la moralité d'une action qu'à l'aune de ses conséquences, et donc surtout à l'aune des conséquences sur le bien-être ou la souffrance. Vous voyez, sous la plume de Jeremy Bentham, déjà un siècle avant Peter Singer, il y a cette idée que les animaux ont la capacité à souffrir et que par conséquent, c'est la seule question légitime à se poser dans la façon qu'on a de se comporter avec eux. Ce n'est pas est-ce qu'ils peuvent parler, mais c'est est-ce qu'ils peuvent souffrir, écrit Jeremy Bentham. Eh bien, Singer, un siècle plus tard, dit effectivement que Bentham déjà avait tout compris et que nous devons adapter notre comportement moral à cette nécessité de prendre en compte la souffrance animale comme si elle nous concernait au même titre que celle de nos frères humains. Et donc Singer ensuite développe, à partir de cette philosophie utilitariste, tout un raisonnement qui parfois peut d'ailleurs produire des inepties ou des choses
parfaitement atroce, puisqu'il va en fait au fond réduire la valeur d'un individu et de sa vie à ses capacités biologiques. C'est-à-dire que vous privez pas de rappeler les impasses éthiques et, les impasses, et logiques auxquelles ça l'amène. Pour Singer, ce sont pas des impasses, qu'il les défend de bon cœur, mais vous voyez, effectivement, lui, vu qu'il considère que la dignité d'un individu, d'une personne, se réduit à ses capacités. Si vous êtes capable de souffrir, je ne dois pas vous faire souffrir. Mais en revanche, si vous en êtes incapable, à la limite, tout est permis. Et si vous êtes, par exemple, une personne déficiente, notamment Singer écrit des choses parfois assez effroyables sur les personnes handicapées, vous n'êtes pas en pleine possession de vos moyens, et bien dans ces cas-là, il serait finalement presque plus légitime de vous infliger des tortures que de le faire sur un être en bonne santé. Donc par conséquent, Singer explique que si jamais on veut vraiment continuer à faire des expériences médicales sur des individus, il vaudrait mieux le faire sur des adultes handicapés que sur des rats de laboratoire en bonne santé. Et puis d'ailleurs, il va aussi définir une théorie assez audacieuse sur l'avortement post-natal, qu'il a d'ailleurs maintes fois réitéré dans d'autres interviews plus tard, où il dit qu'au fond, la valeur de la personne qui vient de naître est inférieure à celle de ses parents, qui, ayant eux déjà une vie très dense, sont en mesure d'avoir beaucoup plus de capacités et donc du coup ont plus d'intérêt. Et finalement, s'il faut supprimer cette vie tout juste née, c'est moins grave que d'embêter les parents jusqu'à la fin de leur jour. Vous voyez, et donc ça a perduré, ça? C'était pas dans les errances conceptuelles des années 70? Non, c'est des choses. Peter Singer est toujours en vie, il continue d'ailleurs de donner des interviews ici ou là. Certains médias américains lui ont même donné le titre de philosophe le plus influent du XXe siècle. Et d'ailleurs, il ne se prive pas de le rappeler à qui veut l'entendre. Donc non, c'est des choses qu'il a redites. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous dites que Peter Singer, c'est la Bible de l'antispécisme, mais beaucoup d'antispécistes ont été gênés par certains excès de sa pensée et ils ont tâché de redécouvrir les mêmes conclusions, mais en passant par des moyens de pensée détournés ou contournés. Et donc, vous dites d'ailleurs que c'est une nébuleuse, en fait, l'antispécisme. Oui, c'est ça. En fait, vous avez chacun qui a sa propre établi, approche, chacun qui a sa propre façon de raisonner. Singer est quasiment indépassable parce qu'il est vraiment le père du mouvement de libération animale et celui qui a donné l'envie aussi à beaucoup d'autres ensuite dans les générations qui sont venues après lui de s'engager sur ce terrain-là. Mais il a été largement aussi critiqué même par des antispécistes. Vous voyez. Et après, je crois que surtout l'antispécisme, donc qui d'abord était une position morale sous la plume de Singer, est devenu une pensée philosophique. Et c'est à ce moment-là, je crois que il s'est rapproché de courants de déconstruction que j'ai cités, notamment par l'intermédiaire de Donna Haraway, qui était une grande penseuse féministe queer aux États-Unis, etc. Et donc là, il ne s'est plus simplement posé la question de qu'est-ce qu'il est juste ou non de faire à l'égard des animaux, mais comment devons-nous considérer les animaux. Et donc là, à ce moment-là, c'est plus un regard philosophique ou même ontologique. Quel est le statut au plan intellectuel de l'animal? Comment devons-nous le considérer? Et puis maintenant, même nous en sommes à un stade politique, puisque vous l'avez dit, la question est de transcrire dans le droit et dans les mœurs les conclusions de l'antispécisme. Ouais. C'est évidemment le prolongement logique dans le livre de paysage philosophique. Il y a une dimension politique. Vous dites que c'est une sorte de religion du progrès, de progressisme, de substitution, en reprenant les propos de Jean-Claude Michéa, pour qui la gauche socialiste avait abandonné la lutte des classes pour n'être plus qu'une religion du progrès. L'antispécisme, c'est le progressisme postmoderne. En tous les cas, il en a certains des traits et il se prive pas de rappeler qu'il est le continuateur de grands mouvements, ça c'est Singer lui-même qui le dit, de grands mouvements de libération qui l'ont précédé, libération des Noirs, libération des femmes, et donc l'antispécisme serait effectivement le nouvel avatar de ce grand mouvement emprunté par l'humanité de libération des catégories opprimées. Et d'ailleurs, il y a vraiment une continuité, même jusque dans les termes, hein. Le spécisme c'est calqué sur le racisme ou sur le sexisme, et moi qui suis un adversaire proclamé de l'antispécisme, on m'a plusieurs fois accusé de suprémacisme, vous voyez. Et donc d'ailleurs, quand certains antispécistes vont objecter à leurs détracteurs qu'au fond ils sont quasiment les complices de crimes génocidaires, et n'hésitant pas à faire le parallèle avec la Shoah, on parle parfois d'une Shoah des animaux, on voit bien quel est le discours derrière, et bien sûr l'idée est de faire croire que nous sommes, nous défenseurs de l'humanisme, du mauvais côté de l'histoire. Donc je crois qu'effectivement cette mythologie progressiste qui habite les termes et la réflexion de l'antispécisme, avec parfois d'ailleurs une convergence des luttes insoupçonnée. Je crois qu'il y a maintenant des mouvements féministes qui sont en fait des mix entre le féminisme et l'animalisme. L'idée étant qu'en plus, quand on est une femme, on n'a pas cette espèce de vision phallocentrée de la viande, l'homme étant un carniste invétéré qui nourrirait sa bestialité brutale par des côtes de bœuf. Donc vous voyez un peu les représentations qu'il y a derrière. À la fin, le coupable est toujours le même, c'est l'homme blanc occidental, maintenant carniste ou spéciste, qui serait coupable non pas d'une ou
ou de plusieurs, mais bien de toutes les oppressions de la Terre. Et il entend l'antispécisme, bien sûr, renverser ce coupable héréditaire. Et je crois que il y a là une forme effectivement de vision édulcorée d'un marxisme qui ne s'intéresse plus tant maintenant à la lutte des classes qu'à la lutte hégémonique des groupes dominants, lesquels sont tantôt le patriarcat, tantôt le spécisme ou le carnisme. Et c'est une vision dévoyée, même très pauvre en fait, du marxisme, mais qui reprend certains de ses concepts avec l'idée par exemple qu'il y aurait une superstructure, c'est-à-dire l'ensemble des schèmes culturels et politiques qui gouvernent et qui président notre destin collectif, qui serait le reflet de préjugés inconscients de la majorité politique au pouvoir. Voilà, qu'il faut bien sûr déconstruire, renverser même violemment s'il faut. Et donc en cela, c'est une forme de marxisme du pauvre. C'est Émeric Caron qui parle d'un marxisme du XXIe siècle, mais de marxisme du pauvre parce que bon, j'ai par ailleurs de très bons amis qui sont des fins connaisseurs de la pensée marxiste et qui me disent qu'on passe là bien sûr à côté de beaucoup de subtilités de ce penseur qu'était Karl Marx. Et donc vraiment on n'en garde que cette espèce de vision gramsciste d'une société organisée sous forme d'hégémonie qu'il faut renverser avec une espèce, c'est intéressant, d'option préférentielle pour l'autre, c'est-à-dire pour le tout autre, l'étranger le plus radicalement différent de moi. Or, qu'est-ce qu'il y a de plus différent et de plus lointain que l'animal? Vous voyez, l'amour du proche de nos temps est quasiment suspect. Aimer son semblable, s'aimer soi-même, c'est au fond un geste égocentrique extrêmement discutable aux yeux de la contemporanéité. Et donc, il s'agirait plutôt de prôner toujours l'amour du lointain comme décentrement et destitution de soi. Il faut se déconstruire soi-même pour édifier son lointain et non plus son prochain. Et donc, l'animal, je crois, offre de façon inespérée cette figure justement de l'étranger avec un E majuscule. Je termine juste avec une phrase que Peter Singer emploie au début de la libération animale et qui pour moi est très révélatrice de ce mouvement même psychologique de libération. Il dit: il faudrait toujours hésiter avant de parler de la dernière forme existante de discrimination. Sous-entendu, Peter Singer explique bien le ressort psychologique qu'il y a derrière. Les progressistes de tout temps, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain probablement, seront toujours capables de trouver, d'identifier, de démasquer des formes de discrimination cachées. Et donc, ce que vous illustrez dans la fable du dragon avec Saint-Georges qui se cherche toujours de nouveaux dragons à combattre. En fait, on a épuisé l'amour du prochain humain, du coup. Oui, c'est une petite fable que j'ai retrouvée sur la plume de Kenneth Minogue, penseur du libéralisme anglo-saxon, et qui effectivement dit que les combats de libération, effectivement, après avoir transpercé le dragon, c'est-à-dire effectivement les grandes dominations oppressives, l'esclavage, l'asservissement des femmes, etc., s'est mis à combattre des lézards, puisque des dragons, il y en a pas beaucoup. Et donc effectivement, ce sont des gens qui cherchent toujours une nouvelle cause à défendre, et celle de l'animal est d'ailleurs assez audacieuse, parce qu'il faudra probablement des décennies, voire des siècles avant qu'on en vienne à bout. Donc en cela, je crois que les militants progressistes du XXIe siècle ont du grain à moudre. Tant mieux pour eux. Vous soulignez de nombreux paradoxes de l'antispécisme, vous en démontez certains sophismes, on peut dire. Par exemple, le fait que l'antispécisme n'est rendu possible que par la technique. Donc il y a une forme de techno-fétichisme ou de scientisme qui l'habite. Il y a aussi, par exemple, la question des droits. Vous dites que l'argument qu'ils emploient, à savoir donner des droits aux animaux, ne vous en enlèvera pas à vous, les hommes, ne tient pas. C'est une hypocrisie. Expliquez pourquoi. Oui. Effectivement, alors plusieurs paradoxes. Alors effectivement, je souligne le rapport très ambigu à la question de la technique, parce qu'en fait, l'antispécisme ne peut s'appuyer dans son projet quasiment de rédemption universelle de la nature, parce qu'il entend mettre un terme à toute forme de souffrance dans le vivant, donc c'est un projet réellement démiurgique, ne peut s'appuyer pour cela que sur la technoscience moderne. D'abord, je crois savoir que pour avoir un régime vegan qui ne soit pas carencé, il faut se complémenter en vitamine B12, et donc là, il faut bien sûr la produire en laboratoire. Donc, on a déjà besoin de toutes les avancées de la connaissance humaine. Mais par ailleurs, même si on veut remplacer demain la viande dans notre assiette, il faudra développer à grande échelle la production de viande cellulaire produite en laboratoire, là encore, in vitro, c'est-à-dire le fait de développer dans des éprouvettes des cellules souches embryonnaires animales que l'on fait se développer jusqu'à obtenir un steak haché. Donc vous voyez, effectivement, la technoscience et l'idéologie avancent main dans la main, c'est pas nouveau, c'est vrai aussi pour d'autres grands projets idéologiques du siècle présent, pour le transhumanisme aussi, enfin, on connaît déjà cela. Par ailleurs, sur la question que vous soulignez de savoir si on peut donner plus de droits aux animaux sans en ôter aux humains, je souligne effectivement que c'est un argument qui ne tient pas et
et qui est de très mauvaise foi dans l'antispécisme. C'est-à-dire que on peut tout à fait imaginer un monde demain dans lequel effectivement les animaux auraient des droits comparables aux nôtres, ou en tous les cas auraient des intérêts. Parce que les antispécistes expliquent, et ils ont raison bien sûr de le rappeler, que avoir des intérêts en tant qu'animal ne signifie pas ensuite avoir les mêmes droits que les humains, parce qu'il faudrait qu'ils aient des droits qui soient en fonction et à raison de leur capacité. Il n'empêche que considérer déjà que leurs intérêts seraient égalitaires, équivalents aux nôtres, c'est par exemple poser la question de la santé animale à très grande échelle. On ne peut pas demain considérer que la vie animale a autant de prix que la nôtre et refuser aux animaux l'accès à notre système de soins hyper sophistiqué. Donc par exemple là encore, dans un univers malheureusement quantitativement fini, où nous n'avons pas des ressources illimitées, il faudra bien se poser autrement la question de la répartition des richesses. Ouais. Bon, la différence en plus, c'est que les humains sont une classe laborieuse, les animaux seront par définition une classe stérile, car le travail animal, tant que nous ne pouvons pas leur faire signer un contrat de travail en s'assurant de leur consentement, est interdit, ce serait de l'exploitation. Les antispécistes, pour certains d'entre eux, se battent même contre les villages qui, lors des fêtes médiévales, font encore tirer des calèches par des chevaux. Pour eux, il s'agit d'une forme de réduction en esclavage. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment une aporie de dire que les droits des animaux ne menaceront pas ceux des humains. Demain, c'est complètement faux. Par ailleurs, il y a déjà des situations aujourd'hui qui se posent. Par exemple, quand on se pose la question dans une ville de la façon dont on va éliminer les nuisibles. Là, il y a des enjeux de salubrité publique très intéressants, très importants. Si on se refuse à la méthode d'éradication de ces animaux parce qu'elle est violente et qu'elle menace le bien-être de ces animaux nuisibles, eh bien forcément, on va finalement tôt ou tard menacer le bien-être des humains. Vous voyez. Et je crois par exemple aussi que lorsque l'on s'interdit de réguler la population de gibier dans la campagne, tôt ou tard, ce sont les agriculteurs qui râlent car ce sont leurs cultures qui sont piétinées si certaines espèces prolifèrent. Donc tôt ou tard, et on en est quasiment déjà là, il va y avoir des conflits. Alors on peut les assumer, on peut penser, si on est un animaliste convaincu, que c'est nécessaire de partager un peu plus. Il n'empêche qu'il ne faut pas dans ce cas-là nous faire croire que l'antispécisme ne menace pas tôt ou tard les intérêts des humains. Et surtout, ce que je montre vraiment dans le livre, et c'est le cœur de mon argumentation, c'est que le raisonnement qui conduit à l'antispécisme est fortement dépréciatif pour la considération que l'on porte à l'humain. Et qu'en cela, effectivement, il porte un coup fatal à l'idée qu'on se fait de l'homme. Mais je crois que c'est son projet, au fond. Je crois vraiment que c'est un projet d'éradication de notre conception anthropologique jugée archaïque et dominatrice. Vous allez même plus loin d'ailleurs, parce que vous dites que si nous faisons le choix d'une société antispéciste, donc si l'on décide de conférer à la vie des animaux une dignité comparable à celle de la vie humaine, alors nécessairement leurs droits empiéteront tôt ou tard sur les nôtres. Vous n'allez pas un peu trop loin? Non, je fais que citer des exemples que j'ai lus sous la plume d'auteurs antispécistes assez consensuels, notamment les auteurs de Zoopolis qui ont imaginé un système zoopolitique, c'est-à-dire un système dans lequel une partie des animaux domestiques aurait accès à une forme de citoyenneté. En plus, d'ailleurs, c'est intéressant parce que les auteurs de ce livre, ouais, mais quasiment. Non, mais les auteurs de ce livre, en plus, sont des penseurs d'abord du multiculturalisme, c'est-à-dire des sociétés inclusives dans lesquelles effectivement le tout autre et l'étranger auraient progressivement accès à une citoyenneté comparable à celle de l'autochtone. Alors, justement, il s'agit de poser en ces termes-là la question de l'inclusion des animaux dans nos sociétés, le partage de la représentation politique, donc tôt ou tard aussi le partage des ressources. Donc, on parle de mesures d'égalité, mais encore une fois, l'égalité peut être souhaitable, vous voyez, mais par contre, toute mesure d'égalité à terme finit par du coup empiéter sur ceux qui avaient jusqu'à maintenant les avantages. Ouais. Si on veut renverser le capitalisme pour faire émerger la domination du prolétariat, nécessairement on va nuire aux intérêts des industriels et des capitalistes. Mais enfin, ce projet était assumé par le marxisme. Alors pourquoi est-ce que l'animalisme n'assume pas que tôt ou tard il veut effectivement renverser les intérêts hégémoniques des humains? Et quand je dis ça, je ne parle pas simplement de la privation du plaisir de manger de la viande. Vous voyez, il s'agit de choses beaucoup plus fondamentales. Par exemple, dans Zoopolis, il y a toute une réflexion sur l'animal sauvage. Il faudrait lui réserver, disent les auteurs, des grands espaces naturels, peut-être à l'échelle de pays ou même de continents entiers, qui lui soient réservés sous forme de nations indépendantes dans lesquelles l'homme n'aurait plus accès. Ça veut dire des ressources que l'on n'exploitera plus, ça veut dire des endroits où l'on devra déplacer nos propres populations. Cela dans un contexte démographique plutôt explosif où nous savons que nous n'avons plus assez de place déjà pour loger tous les hommes de la planète dans certains continents. Vous voyez bien que, et d'ailleurs dans des continents qui regorgent d'espèces sauvages justement à mettre dans ces nations indépendantes au nom de l'antispécisme. Donc vous voyez bien que effectivement tôt ou tard la question va se poser de savoir quels seront encore les statuts des humains par rapport aux animaux. Après, encore une fois, là, je ne fais qu'observer les conséquences logiques de ce mouvement. Je suis pas dans un discours qui consiste à dire que c'est forcément néfaste. Alors effectivement, à terme, moi, je dis que ce choix-là n'est pas le mien et que je refuse de rentrer dans cette conception de l'animal et de l'homme. Mais je crois qu'il n'y a pas de mauvaise foi de ma part à dire que le droit des animaux, tôt ou tard, remettra en cause celui des humains. Ouais. Alors avant de conclure, je voudrais revenir sur une phrase que vous citez de la journaliste Ariane Nicolas qui explique qu'une éthique qui n'est plus fondée que sur la compassion
ne mène nulle part, enfin, est dangereuse. Donc vous avez bien dit déjà qu'on peut être antispéciste sans être indifférent à la souffrance animale. Bah, bien sûr, oui, c'est évidemment. votre cas, voilà, passons là-dessus. Mais en quoi la compassion ne peut-elle pas être la valeur suprême? Non, mais attends, c'est nécessaire même de le rappeler. C'est-à-dire que parfois, on m'a accusé d'être une forme de doloriste, vous voyez, comme si je prônais au contraire, moi, la souffrance, la prédation, la mort. Enfin, vous voyez, c'est pas parce que l'on s'oppose à certains excès radicaux de la pensée antispéciste que nécessairement on prône non seulement des conditions d'élevage irréfléchies et indignes. Enfin, vous voyez, je suis le premier à m'émouvoir d'un certain nombre de pratiques. Je vais vous dire, par exemple, je suis plutôt, à titre personnel, un grand adversaire de l'élevage industriel, qui, moi, me choque parce qu'il me semble justement créer une forme de machinisation du rapport au vivant, de déshumanisation quelque part de ce rapport-là. On est passé, vous voyez, de la vision un petit peu pastorale du fermier, mettons du berger qui connaît par cœur chaque tête de son troupeau et qui les appelle par son nom, et maintenant au fermier industriel qui, dans certains cas, n'a quasiment aucun rapport avec ses bêtes, simplement celles-ci sont branchées sur des capteurs qui constamment réalimentent leurs besoins en fonction des indications données par la machine. Et je crois que cette déshumanisation, en fait, ce décentrement de l'homme, puisque l'homme a été remplacé par la machine industrielle, au fond entraîne une dégradation de notre rapport à l'animal. Et que c'est probablement justement parce que nous avons perdu ce lien intime et sacré avec l'animal, dans certains cas, que nous en arrivons aujourd'hui à avoir des excès comme la pensée antispéciste en est un. Donc, par exemple, moi, quand je vois ces vaches à hublot, vous voyez, à qui on impose de mettre une fenêtre dans leur ventre pour pouvoir faire des observations chimiques sur leur alimentation, etc., il y a quelque chose qui me choque. Je me dis, c'est pas normal, on peut pas confondre. On dit qu'elle ne souffre pas de ça. Oui, mais la question justement n'est pas seulement celle de la souffrance, c'est vraiment celle de la représentation qu'on a de l'animal. Ouais. Là, ici, il s'agit quasiment d'un hybride entre la machine et l'animal. Ouais. De la même façon que je combats aussi au plan bioéthique les chimères entre l'homme et l'animal, je combats aussi l'hybridation entre le robot et l'animal. Je crois vraiment que là, il y a une forme de perte de sens et que nous ne sommes pas fidèles à notre devoir justement de gardiennage et de responsabilité à l'égard de la nature. Donc vraiment, il y a compassion. Où est-ce que ça s'arrête? Je vous réponds. Il y a des choses vraiment dans la modernité actuelle qui me choquent et je crois vraiment qu'on se grandira à y mettre un terme. Donc la question de la compassion, je vous réponds là-dessus. Une morale. Ariane Nicolas le dit très bien et son livre sur la question antispéciste est remarquable. Une morale qui ne se fixe comme seul horizon que l'évitement de la souffrance est une morale très pauvre. Parce que d'abord, la souffrance est inévitable. Elle fait partie de façon naturelle de l'existence. Humaine ou animale. Humaine ou animale. Et on ne peut pas, par exemple, vous voyez, criminaliser, je ne sais pas, la souffrance de la femme qui accouche. Prenons encore un exemple peut-être encore plus parlant, la souffrance du sacrifice. Vous voyez, celui des soldats qui vont se faire tuer à l'autre bout du continent pour sauver une certaine idée de leur pays ou pour sauver même leur famille. Vous voyez, il y a une forme de sacrifice là-dessus qui est très beau. Donc on ne peut pas abolir la souffrance, il y a des souffrances légitimes, il y a des violences légitimes également, par exemple celle dont l'État a le monopole est une violence qui est légitime et qui est inévitable et elle est mise au service de la lutte contre le méchant. Donc la souffrance n'est pas un principe moral absolu et indépassable, et par ailleurs la compassion n'épuise pas toutes les catégories du bien. Alors la compassion est nécessaire, l'émotion est nécessaire, mais l'émotion informe la conscience, elle n'est pas la conscience en elle-même, vous voyez. Et donc je crois qu'il faut effectivement non pas sortir du régime de l'émotion, ce serait tragique de raisonner sans émotion et d'être des intelligences froides et purement rationnelles, mais de ne pas donner à l'émotion le dernier mot. Et donc pour cette raison-là, nous ne devons pas avoir un rapport seulement affectif ou seulement émotionnel à l'animal. Et il faut aussi garder à l'esprit une tradition conceptuelle qui justement nous permet de penser au-delà de l'émotion l'existence de l'animal, son ontologie, qu'est-ce qu'il est, que suis-je. Et par exemple, les anciens l'ont très bien fait. Alors, je suis évidemment tout sauf un spécialiste de la pensée classique, mais je sais qu'Aristote avait, par exemple, en son temps, défini ce qu'était l'âme des végétaux, l'âme des animaux, l'âme de l'homme. Et à chaque fois, il expliquait très bien, justement, quelles étaient les différences entre ces types d'âmes. Et il montrait bien qu'il y avait dans l'âme animale des choses qui étaient présentes aussi chez l'homme, mais qui n'épuisaient pas tout ce qu'était l'âme humaine. Et donc, on a peut-être oublié un petit peu, justement, ces traditions de nuances et de subtilité pour rentrer dans un régime uniquement compassionnel. Mais il y a une forme d'hubris, vous voyez, à vouloir se fixer comme objectif de mettre un terme, d'absoudre le vivant de toute forme de violence. C'est à la fois très généreux de vouloir cela, mais c'est penser en dehors des limites du réel, c'est une pensée très abstraite et très désincarnée. Et peut-être justement que le drame de notre époque est de prôner des postures morales un peu trop désincarnées. En résumé, si on doit
donner votre conclusion sans divulgacher le livre. Vous voudriez que l'homme soit responsable de l'animal? Bien sûr, mais il l'est toujours d'ailleurs. Ni irresponsable, ni égal en fait. Non, mais il faut qu'il soit responsable, bien sûr, et il l'est toujours. C'est-à-dire que par exemple, quand l'homme se fixe pour objectif de protéger des équilibres naturels, écologiques, en régentant en fait son milieu naturel, il est dans une position de responsabilité. C'est-à-dire qu'il s'autorise, par exemple, à réguler les populations animales, c'est-à-dire également, par exemple, à chasser certaines espèces parce qu'il faut en limiter la propagation, mais cela au nom du respect d'équilibre naturel. Vous voyez, donc effectivement, il est dans une position de supériorité, c'est-à-dire que c'est lui qui décide. Il est le chef qui prend les décisions valables ensuite pour l'environnement, mais cette position de responsabilité ne veut pas non plus dire qu'il répand la terreur dans le monde animal uniquement pour son bon vouloir, et cette forme de gardiennage et de responsabilité est nécessaire. Alors probablement qu'effectivement notre époque a encore beaucoup de choses à imaginer pour justement envisager un rapport plus durable à l'environnement et aux espèces animales. En tous les cas, renoncer à cette prérogative que nous avons, nous humains, justement de respecter les équilibres et pour notre plaisir et pour continuer, et les générations qui viendront après nous ensuite, d'avoir une vie agréable et harmonieuse sur cette terre, eh bien, nous sommes, je crois, nécessairement placés au centre du vivant. Nous en sommes les gardiens. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est chez Ernest Hemingway dans Le vieil homme et la mer que j'ai trouvé magnifique et qui effectivement que je mets en conclusion. C'est ce vieil homme donc qui rentre de sa pêche chaotique, dans laquelle il s'est épuisé, dans laquelle il a joué au fond toute son humanité dans cette lutte à mort avec le poisson. Il lui dit: poisson, je reste avec toi jusqu'à ma mort. Bien, je crois que effectivement nous sommes irrémédiablement liés aux animaux. Nous n'avons qu'une seule terre et elle est en partage. Nous la partageons avec les animaux et notre destin est lié jusqu'à la mort à eux. Et donc cela veut dire qu'effectivement nous devons continuer à les aimer, à les protéger et en même temps aussi à les consommer s'il le faut, car au fond notre destin passe par eux et leur mort peut aussi nous être bénéfique. Les animalistes disent que la mort de l'animal d'élevage dans un abattoir n'a aucun sens, qu'elle est gratuite et qu'elle est inutile. Mais rien n'est si faux. Au contraire, la consommation de viande donne un sens à la mort de l'animal. Et pour retrouver cette juste articulation entre l'homme et l'animal, vous recommandez que nous goûtions de nouveau la joie d'être des hommes pour refonder un humanisme véritable, parce que vous citez le philosophe Pierre Manant qui expliquait que dans le projet moderne, il y avait un appauvrissement de l'idée que nous nous faisons de l'homme. Oui, je crois qu'effectivement, nous avons une forme de haine de nous-mêmes qui ne peut conduire à la fin qu'à la destruction de l'idée qu'on se fait de soi-même. Et je crois que le seul remède à cela est de retrouver effectivement cette joie simple d'être des hommes, mais simplement des hommes et pas des dieux, pas des rédempteurs, pas des super-héros. Et pas des animaux non plus. Et pas des animaux. Merci beaucoup, Paul Sujet, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle donc votre livre, L'extinction de l'homme, le projet fou des antispécistes, aux éditions Taillandier, qui est un livre très nourri de nombreuses références, très pédagogique aussi pour qui ne connaîtrait pas du tout le sujet et voudrait le creuser. On sent que vous avez mûri pendant longtemps ce thème et votre réflexion. J'ai essayé du mieux que je peux, mais j'essaye surtout de proposer au lecteur de rentrer lui-même dans cette réflexion, parce que maintenant nous allons tous être obligés de nous positionner dans ce débat-là. Il va devenir incontournable. Si vous ne vous en occupez pas, les antispécistes s'occuperont de vous. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. À bientôt sur francesoir.fr. N'hésitez pas à réagir en commentaire et nous renouvelons en particulier un des antispécistes, notre invitation à venir en discuter s'ils le veulent. Merci, à bientôt sur France Soir. Au revoir.